Waking up with the sun, you're ready for a run. It's such a good morning. Going out with your friend, give a kiss in the end. It's such a good... Je suis à présent à Morzine, petit village familial qui jouit en haut des pistes d'un panorama exceptionnel de 360 degrés sur tout le massif des Alpes. Et c'est ce décor grandiose qu'a choisi Jacques-Olivier Travers, l'un des plus célèbres fauconniers français, pour proposer aux vacanciers une expérience toute particulière et plutôt originale. Allons tout de suite le rencontrer. Bonjour Jacques-Olivier. Bonjour Caroline. Enchantée. Et enchanté vous aussi. Victor. Victor, c'est un pillargue à queue blanche, un jeune oiseau. Il a que 6 ans, il va vivre à peu près 50 ans si tout va bien pour lui en captivité. Hey. Et c'est une espèce surtout qui me passionne, parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition, en tout cas qui a disparu de notre pays, et qu'on essaye, nous, de conserver pour essayer un jour de la remettre dans la nature. Il est impressionnant en tout cas, mais il a un regard, mais il me fait pas peur. Impressionnant mais pas peur. C'est bien, parce que c'est vrai qu'impressionné tu peux l'être, c'est le plus grand aigle d'Europe, ouais. donc ça peut aller jusqu'à 2,50 m d'envergure, 7 kg, c'est très très gros. Là pour l'instant il sait très bien ce qu'il attend, c'est-à-dire une belle balade à ski dans la forêt. Mais c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ouais, on va y aller tout de suite parce que regarde, il fait un temps magnifique, la neige est tombée cette nuit, tu as une chance incroyable, donc là je crois qu'il faut chausser et puis vite aller skier. Ah bah on y va. On est parti? Ah oui, on est Allez. parti. Allez zou. On est parti. Ah oui. Le télésiège, il déteste ça, Ah ce qui n'est d'accord. pas du tout naturel pour un oiseau. Donc pendant la montée, on lui met son petit casque et puis après, dès qu'on va arriver, on enlève le casque et là on le laisse voler. Donc là il se rend compte de rien. C'est un oiseau en fait qui a disparu de France, vraiment lié à la chasse, parce que c'était au début du 19e siècle, on avait fait une espèce de distinction entre les nuisibles et les utiles, et il a été classé dans les animaux nuisibles. Et dès début 1820-1830, on considère qu'il a disparu de la France métropolitaine. Le dernier a été abattu en 1959, c'était en Corse, donc c'est un oiseau qui a toute sa place aujourd'hui dans notre environnement. Alors pourquoi toi les faire voler à Morzine? Parce que là, je peux vraiment leur faire découvrir leur habitat avec tout ce qu'il y a dans leur habitat, c'est-à-dire le thermique, les fameux courants d'air chaud qui les montent dans le ciel sans faire d'effort, le vent de pente, la brise. Et là, en quelques semaines, quelques mois, on va arriver à en faire de vrais oiseaux comme si c'était des animaux sauvages. Allez, c'est parti. Allez, Victor, hop, 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 hop. Allez, Victor. Ouh. Ouh. Hey. C'est comme ça qu'il chope ses proies aussi. Exactement. Pour lui, c'est un jeu. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. j'ai de la vitesse, il doit l'attraper, donc pour lui, tu as vu, il décroche, il remonte, il revient jouer. Ça, pour l'oiseau, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Hop. Ouh. Le hop, D'accord. c'est la marque du va pas plus loin. Il doit revenir parce que s'il descend dans la pente trop bas, en aval, eh bien en fait après il n'a pas de courant pour remonter. Donc je lui demande de rester toujours au-dessus de moi et de descendre à la même vitesse que moi. Ce qui n'est pas facile pour un aigle qui descend à 70-80 km/h et nous sur les pistes on ne peut pas descendre à cette allure-là. Donc il est obligé de tourner un petit peu au-dessus de nous pour cercler, pour garder la même vitesse que moi et me suivre en fait. Et il emmagasine combien de mots par exemple? Ouais, c'est des oiseaux qui emmagasinent assez peu de mots, mais ça, on arrive à leur faire comprendre droite, gauche, le hop. Bouge pas, enfin des ordres très simples, hein, c'est 5-6 ordres maximum quoi. D'accord. Et en combien de temps tu leur apprends tout ça? Ah, ben là il faut une bonne année et demie pour arriver Ah quand même, à ce ouais. résultat-là. Merci infiniment Jacques-Olivier. Expérience pour moi en tout cas inédite, insolite. Alors ce qu'il faut savoir c'est que tes aigles, tu les élèves au bord du lac Léman. Exact. Et nos équipes t'ont suivi pour un joli reportage. C'est parti. Siers, à quelques kilomètres de Thonon-les-Bains. Jacques-Olivier Travers a concrétisé son rêve d'enfant, élever et protéger les plus grands rapaces en voie de disparition. Donc là ici on est sur le parc que j'ai créé en 97, ça fait 16 ans. L'idée pour moi c'était de faire découvrir les rapaces au grand public. Donc aujourd'hui on a à peu près 60 espèces qui représentent 150 oiseaux. Et depuis maintenant 2 ans, on se consacre nous à ce projet Freedom qui a pour but de conserver et un jour de réintroduire le pillargue à queue blanche en France, le plus grand aigle d'Europe qui vivait chez nous et qui a malheureusement disparu il y a un peu plus de 60 ans.
Vous avez 12 pigargues à queue blanche ici présents sur le site, 4 couples qui sont actuellement en reproduction, plus des oiseaux qui sont sur des tournages actuellement, puisqu'on veut faire découvrir aussi cette espèce à travers des films. Donc oui, vous avez ici une grande partie de la population française. Oui. Et pour élever cet aigle pêcheur comme les autres rapaces du parc, tout commence en salle d'incubation. On regarde ses œufs. Ouais. Ouais, c'est encore un peu tôt là, on voit rien. Il faut attendre quelques jours encore. Les couples qu'on a sont souvent des jeunes couples inexpérimentés. On ne prend pas le risque de faire l'incubation qui dure entre 35 et 45 jours en moyenne selon les espèces sous les parents. C'est là où il y a le plus de risques, ils cassent un œuf. Donc on va leur prendre les œufs, on les incube nous. Et par contre, dès que les jeunes vont être nés, on va les remettre sous les parents de manière à ce que ce soit bien les parents qui fassent l'élevage. Mais on sécurise entre guillemets cette phase d'incubation qui est la phase la plus critique. La bonne reproduction des pigargues passe nécessairement par une alimentation adéquate et variée. Pour cela, Jacques-Olivier jouit d'une situation géographique particulièrement avantageuse à 2 pas du lac Léman, où un jour peut-être ces aigles pêcheurs pourront être réintroduits. Salut Jérôme. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Eh ben dis donc, c'est tout pour moi ça? Tout pour toi. Ah, génial. Ouais, il y a eu du gardon ce matin. Ah ouais, dis donc. Ouais, Jérôme, il faut le savoir, donne gratuitement ses poissons pour qu'on puisse ramener un poisson de qualité à nos oiseaux, quoi. Et je trouve que c'est important aussi qu'un pêcheur qui vit du poisson ait cet acte-là, c'est-à-dire de donner ses poissons pour des oiseaux qui on pourrait considérer comme des concurrents à lui. Donc je le remercie vraiment. Je pense pas que c'est une menace, parce qu'on a vu ça avec d'autres oiseaux, comme le cormoran. Il n'y en a jamais eu autant sur le Léman, mais il n'y a jamais eu autant de poissons pris par les pêcheurs professionnels aussi. Donc c'est que tout le monde peut s'entendre, et puis si cet oiseau-là était là avant, c'est qu'il avait sa place aussi. Et puis il limitera peut-être d'autres prédateurs, l'équilibre se fera entre eux, quoi. Bah, merci Bon, Jérôme. bah, merci. Allez, à dans 3 jours alors. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, ciao. Salut. Allez gros. Le fauconnier obtient de très bons résultats en matière de reproduction, toute espèce confondue. Pour lui, ce travail de conservation du patrimoine génétique est essentiel. Là, vous avez un exemple derrière nous avec les condors. C'est une espèce qui est malheureusement en difficulté dans la nature, qui en captivité se reproduit très mal. On a en moyenne 6 couples par an qui se reproduisent dans le monde. Donc nous, on a eu la chance l'année dernière d'avoir une naissance sur cette espèce. On en est extrêmement fiers parce que c'est l'aboutissement de travail. Vous voyez derrière vous les volières qu'il faut faire, la nourriture. Vous avez vu, on apporte un soin vraiment particulier à la nourriture. Et puis enfin, trouver des oiseaux qui s'entendent bien, une bonne paire qui fonctionne bien. C'est pas simple. Ce qu'on a réussi à mettre en place pour les condors, aujourd'hui on l'adapte sur les pigargues. On a le même problème, on a peu d'animaux en captivité, peu d'expérience. On a eu des accouplements, donc on pense que les premiers jeunes vont sortir cette année. Le jour où on en aura assez, on pourra les faire passer dans la nature, mais aujourd'hui on n'a pas suffisamment de stock encore en captivité. Donc c'est la première phase du projet, les faire reproduire en captivité. Et la deuxième phase consiste à leur apprendre à voler. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, un rapace ne vole que par nécessité pour défendre son territoire et trouver sa nourriture. Ce qu'un oiseau né et élevé en captivité n'a jamais besoin de faire. Au début, on va vraiment faire des petits vols sur 2-3 mètres. Puis au fur et à mesure, on va vraiment allonger la distance. Et là, c'est à nous du coup de leur apprendre. On joue le rôle des parents. Donc il faut d'abord les muscler. Pour ça, on fait des vols sur des très longues distances. Comme ça, ils forcent en fait sur leurs ailes pour pouvoir se remuscler. C'est comme les athlètes en fait. Et après, on utilise aussi le parapente. Et c'est là vraiment qu'on peut leur apprendre à utiliser tout ce qui est courant pour pouvoir planer sans trop forcer. Il faut être clair, l'oiseau ne cherche pas la relation avec l'homme. Nous, on va donner. Et finalement, sans attendre de retour, mais c'est ce que je trouve de plus beau, moi, dans mon métier, c'est de donner à ces oiseaux, de les amener à s'émanciper, à la liberté, sans rien attendre en retour, si ce n'est le plaisir un jour de les voir libres et de voir que ce sont des vrais aigles. Lorsque ces oiseaux sont prêts, Jacques-Olivier cherche à les faire évoluer en altitude. C'est pour cette raison qu'il passe une partie de l'hiver à Morzine. Allez Victor! Sur la terrasse de ce restaurant d'altitude, il propose aux vacanciers une découverte de différentes espèces de rapaces, tout en présentant son programme de réintroduction du pigargue à queue blanche. Ils sont aussi là pour progresser. Les 3 quarts du temps, on amène ici de jeunes oiseaux qui vont
vont passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pour sensibiliser le public à leur sauvegarde, voici des images filmées grâce à une mini-caméra embarquée sur le dos de ces aigles. Ça nous a permis de confirmer des choses que l'on plus ou moins supposait. La première chose, c'est d'abord la capacité incroyable d'un oiseau dans la maîtrise de son corps, c'est-à-dire que ses ailes vont bouger alors que sa tête, elle, est complètement immobile. La deuxième chose, c'est sur les trajectoires de vol. Et là, on s'est vraiment aperçu que ces oiseaux-là volaient très près du relief. Ils sont quelquefois à 30, 40, 50 cm de la falaise pour avoir là aussi, c'est logique, les meilleures conditions de vol. Un vol qui restera, je pense, dans les annales parce qu'il a fait le tour du monde. C'est cette fameuse séquence que j'ai fait sur la mer de glace, un endroit qui malheureusement, on le sait, est un petit peu en train de disparaître à cause du réchauffement climatique. Je reconnais que chaque fois que je la regarde, j'ai des frissons parce qu'on sait que c'est une vidéo qu'on ne reverra peut-être pas dans 10 ou 20 ans, quoi. Moi je vais descendre, je vais me mettre en bas au resto et tu me préviens bien quand il part au Toki. Donc là on va faire ce qu'on appelle un vol longue distance, c'est-à-dire qu'on va laisser partir l'oiseau, on va être à peu près à 2 km de l'endroit où je vais le rappeler. Ça va nous permettre de montrer très facilement au grand public la capacité de vision de cet oiseau. C'est-à-dire que lui à cette distance, il va parfaitement voir le signal que je vais lui faire. Et la deuxième chose qu'ils vont voir, c'est qu'un aigle ça va très vite. Parce que là il y a presque 2 km et quand il va piquer, il va descendre à plus de 200 km/h. Donc là on a vraiment des moments impressionnants pour les spectateurs. Ça y est, c'est parti! Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un programme de conservation si on ne va pas au-devant du public. On le voit bien dans d'autres programmes, l'ours, le loup qui posent des vrais problèmes. Si vous ne faites pas l'effort au départ d'amener les gens derrière ce programme-là, c'est impossible de faire concevoir aux politiques qu'il faut revoir cet oiseau. Donc ça, c'est aussi mon travail avant tout, c'est de parler aux gens. Et une fois que le grand public aura compris l'intérêt, les politiques, les administratifs vont suivre. Jacques-Olivier, je crois que tu as fait des heureux, hein, toi aussi, Yoann. Hein. Oui, mais alors je ne t'ai pas dit, mais il y a une tradition chez nous. Ouais, laquelle? C'est que quand on vient nous rendre visite ici, on porte Shere Khan. Ouais. Donc tu restes calme. Il pèse combien, lui? C'est un petit peu moins de 4 kilos. Allez, mon pépère. Voilà, là il va se calmer. J'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. Ça paraît pas, mais c'est lourd. Hein. On se rend pas bien. Je te le dis pas, mais je suis en train de transpirer. Allez, je te laisse le reprendre, Yoann. Je lâche. Alors avec tout cet investissement, dans combien de temps est-ce qu'on peut espérer revoir voler librement des pigariaques blanches dans le ciel français? Écoute, l'objectif, ça sera 2 à 3 ans. Il faut d'abord bien faire la campagne de sensibilisation en ce moment. Il faut faire la campagne de conservation, en avoir un maximum en captivité pour pouvoir les remettre dans la nature. Mais très honnêtement, 2-3 ans, ça me paraît être un objectif raisonnable. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, Jacques-Olivier. Merci de ton accueil. Nous, on se dirige tout de suite du côté du bassin d'Arcachon à la rencontre d'un chien fan de sport aquatique.